Bonjour à tous, il est 8 heures passées, on a laissé le temps dernier de nous rejoindre. Eh bien, merci d'être avec nous ce matin. Je suis Simon Vandendrich, l'un des cofondateurs d'Incentive, et je suis accompagné ce matin d'Estelle Vichery. Estelle. Bonjour à tous, c'est Estelle, Customer Success Manager chez Incentive. Et nous allons parler ce matin d'engagement des forces de vente, et plus précisément de comment est-ce qu'on engage une force de vente de nos jours dans notre ère digitale. Comment est-ce que vous pouvez faire pour renforcer l'engagement de vos forces de vente en 2019. Alors la présentation va se découper en trois parties. Je vais d'abord en quelques minutes vous introduire et vous présenter qui est Incentive, puisque j'imagine que parmi les 200 personnes qui se sont inscrites ce matin, certains ne nous connaissent pas, donc on va passer quelques minutes juste pour expliquer qui on est et ce que l'on fait. Ensuite, on démarrera par une introduction sur les grandes tendances, les grands changements et quelques chiffres clés sur ces changements qui influencent et qui transforment la vente et le management commercial aujourd'hui. Et puis on passera ensuite à une série de recommandations que l'on va illustrer avec des exemples qui viennent de chez nos clients. Voilà. Donc vous avez dans le dispositif GoToWebinar un petit chatter où vous pouvez poser vos questions. Donc si jamais vous avez une question à un moment, n'hésitez pas. On y répondra soit au fil de l'eau, soit à la fin de la séance. Et puis la présentation qu'on vous a préparée aujourd'hui va être un petit peu dense. Donc si vous n'avez pas le temps d'aller jusqu'au bout, ou si vous voulez la revisionner plus tard, il n'y a aucun souci, hein, on vous mettra à disposition le replay. Dans quelques jours, vous pourrez revisionner la présentation de ce matin si vous le souhaitez. Voilà, alors pour démarrer, quelques mots sur Incentive. Incentive, on est une société, un éditeur de logiciels, et on a démarré Incentive en partant d'un constat très simple, qui est que les outils technologiques à disposition des managers commerciaux aujourd'hui ont très peu évolué. Et quand on a démarré Incentive, en fait, on était plusieurs à être des utilisateurs assez fervents des applications de course à pied connectées notamment, et on était assez surpris, étonnés, déçus de voir la différence des outils qui existaient entre ce que je pouvais retrouver dans ma vie perso, dans le grand public, et ce que je retrouvais en entreprise. Et plus précisément sur ce sujet du sport, des objectifs, de la motivation, du coaching. En grand public, on a aujourd'hui des montres connectées, des applications de running hyper sophistiquées, des applications de running dans lesquelles je peux me donner mes propres objectifs, dans lesquelles je peux me comparer avec mes pairs, dans lesquelles je peux recevoir du coaching. Et en entreprise, la plupart du temps, tout ce qui tourne autour des chiffres se restreint au reporting qui est souvent assez froid, assez technique. Comme vous le voyez sur la slide ici, on est plutôt souvent dans le cas de droite dans les organisations que dans le cas de gauche. Et donc on a remarqué qu'il existait un gap, un espèce de vide dans l'univers des outils pour les forces de vente. Hein. Depuis une dizaine d'années, il y a énormément d'outils qui ont été créés, introduits pour les forces de vente, des nouveaux CRM, des outils de marketing automation, des outils d'automation à tout va, les réseaux sociaux qui se sont énormément développés. Mais il n'y a aucun outil qui n'existait dans l'organisation pour travailler sur la motivation, l'engagement, le coaching des forces de vente. Et donc on a créé Incentive pour être finalement l'application de course à pied, le Strava, le Nike+, le Runkeeper des équipes commerciales. Et donc on a intégré dans une application mobile le pilotage des objectifs et en particulier la mise en avant des succès sur les objectifs que l'on m'a donné ou que je me donne, les challenges commerciaux pour vous permettre de lancer n'importe quel challenge en quelques instants et le rendre extrêmement visuel et facile à suivre pour les participants, permettre également à des managers dans votre organisation de lancer leur propre challenge. Un moteur de gamification avancé qui vous permet pas seulement de faire des challenges qui sont des challenges concours avec les meilleurs qui gagnent, mais des challenges beaucoup plus sophistiqués avec des systèmes de paliers, de seuils, avec des systèmes de points à gagner, des challenges qui peuvent prendre en compte des résultats, des moyens, qui peuvent prendre en compte également du partage, de l'échange de bonnes pratiques ou des micro-formations, voilà, pour vous permettre de créer n'importe quel type de challenge et que seule votre imagination soit la limite. Le coaching également, hein, comme dans une application de course où je reçois des conseils de mon coach si je veux le faire, eh bien aujourd'hui on observe que chez nos clients de plus en plus on a une tendance à transformer le rôle du manager commercial vers un coach, et Incentive permet le suivi des actions de coaching managérial directement dans l'application. Partage, échange entre les pairs, et le tout packagé dans une application sociale, fun, engageante pour que ce soit très simple à utiliser, à adopter pour vos utilisateurs et qui puissent s'y mettre très facilement. On sait aujourd'hui qu'un des écueils principaux quand on déploie un nouvel outil dans une organisation, c'est la non-adoption.
Et donc on a travaillé Incentive pour être extrêmement user-friendly, pour que ce soit très simple à déployer et à démarrer dans votre organisation. Juste un dernier mot pour terminer sur Incentive, et puis on attaque le contenu à proprement parler de cette présentation ce matin. On travaille aujourd'hui dans de nombreux secteurs différents, avec des organisations de toute taille, et donc ça nous donne une force intéressante qui est que ça nous permet d'observer ce qui se passe en termes de vente, en termes d'évolution de la vente, du management commercial, dans tous ces secteurs, et ça nous permet de vous en faire bénéficier aussi, de vous en faire bénéficier si vous êtes client au cours d'ateliers qu'on peut faire ensemble, au cours d'événements physiques qu'on peut organiser, dans lesquels on va faire se rassembler nos clients entre eux, et puis ça nous permet de vous en faire bénéficier comme ce matin, au cours de sessions de webinaire comme ça, où on va partager ce qu'on voit, ce qu'on observe, ce qu'on apprend avec nos clients au quotidien. Alors voilà, je vous ai fait un tout petit tour d'horizon d'Incentive. On pourra en reparler si vous le souhaitez. On sera ravis d'échanger individuellement après ce webinaire si vous voulez en savoir plus sur Incentive et qu'on envisage ensemble ce que l'on pourrait faire dans le cadre de votre organisation. On va maintenant démarrer le webinaire à proprement parler aujourd'hui. Et je voulais vous raconter une petite histoire pour démarrer la session aujourd'hui. Alors, la petite histoire se passe aux États-Unis, à Dayton, dans l'Ohio, et le héros de l'histoire s'appelle John Patterson. Alors, notre ami John Patterson rachète une entreprise qui s'appelle National Cash Registers, qui est une toute petite entreprise pour l'époque, qui a inventé un concept assez révolutionnaire qui est la caisse enregistreuse. Mais à cette époque-là, le concept est nouveau, les commerçants n'ont pas l'habitude d'utiliser une caisse enregistreuse, et donc John Patterson rachète l'entreprise, mais les ventes ont vraiment du mal à décoller. Et donc, il a une idée, il se dit, je vais retirer le script de vente de mes commerciaux, je vais les habiller en costume et en cravate, pour qu'ils aient l'air d'hommes d'affaires importants, et puis je vais leur apprendre à faire une chose, je vais leur apprendre à aller voir les commerçants et à analyser avec les commerçants l'impact des erreurs de caisse sur la trésorerie du commerce, et donc le manque à gagner pour eux, tout au long d'une année. Et donc les commerciaux de John Patterson, les commerciaux de NCR ne vont plus vendre les caisses enregistreuses, mais ils vont analyser avec le commerçant, faire cette étude, et ils vont montrer aux commerçants à quel point ils perdent de l'argent à cause des erreurs de caisse, et donc à quel point il serait bien fondé d'utiliser un système de caisse pour mieux gérer les encaissements. Cette méthode de vente a un succès extraordinaire, NCR explose, la société NCR existe toujours aujourd'hui, vous pouvez trouver des distributeurs de billets qui sont de marque NCR aujourd'hui, et la société connaîtra un succès planétaire et sera cotée en bourse par la suite. Alors, si on était ensemble dans une salle, je vous poserai la question, à votre avis, en quelle année est-ce que cette histoire se passe ? Et probablement un certain nombre d'entre vous me répondraient 1950, 1960, 1970. C'est souvent les réponses que j'ai quand je pose cette question à une salle. Eh bien, figurez-vous que la réponse est assez surprenante. L'histoire que je vous raconte se passe en 1884. Vous voyez maintenant à l'écran une des premières caisses enregistreuses NCR, donc vous voyez un petit peu de quoi il s'agit. Donc 1884. En 1884, John Patterson invente pour NCR la vente consultative. C'est assez extraordinaire de se dire ça, puisque finalement la vente consultative, qui est un concept qui est encore enseigné et qu'on utilise encore beaucoup aujourd'hui, n'a rien de neuf, et a été inventé à la fin du 19e siècle. Et donc finalement, c'est intéressant de se rendre compte que la vente a assez peu évolué. Alors évidemment, sur la vente consultative, on a introduit des nouveaux sigles, des nouvelles méthodes, il y a eu tout un tas de nouveaux gourous qui sont arrivés et qui l'ont enseigné d'une nouvelle manière, mais fondamentalement, la vente a peu changé depuis 1884 jusqu'en 2010. Et en 2010, il s'est passé quelque chose d'assez extraordinaire. On a vu l'explosion des usages d'Internet, on a vu l'arrivée massive et l'explosion des usages des smartphones, et donc on a changé de paradigme. On est passé d'un paradigme d'asymétrie de l'information, un paradigme dans lequel le vendeur détenait l'information et l'acheteur en savait moins que le vendeur, à un paradigme de symétrie de l'information, un paradigme dans lequel l'acheteur aujourd'hui détient beaucoup plus d'informations qu'avant, et donc un paradigme qui a renversé l'équilibre des forces. Finalement, auparavant, on était dans un équilibre des forces qui était en faveur du vendeur. Le client en savait moins, il était obligé de compter sur le vendeur pour l'informer,
et il était obligé finalement de compter sur et de croire ce que lui disait le vendeur et de lui faire confiance. Et depuis à peu près le début des années 2010, ça s'est complètement inversé. Et aujourd'hui, on est dans un équilibre des forces qui est en faveur du client. C'est le client qui décide, c'est le client qui pilote la relation et qui le fait à son rythme et selon ses termes. Et je pense que vous l'avez tous remarqué dans vos propres vies, vous n'achetez plus aujourd'hui du tout comme vous achetiez il y a 10 ans ou il y a 15 ans. Aujourd'hui, dans vos comportements d'achat B2C, si vous rentrez dans un magasin à la Fnac ou autre et qu'un vendeur vous recommande d'acheter un produit, la première chose que vous allez faire, c'est d'aller vérifier sur Internet qu'il ne vous raconte pas des cracks. Donc fondamentalement, vous êtes aujourd'hui beaucoup plus fort, beaucoup plus informé, et vous avez beaucoup plus le contrôle de ce qui se passe que vous ne l'aviez il y a 10 ans ou il y a 15 ans. Et ça change tout dans la vente. Ça change tout parce que c'est vous qui décidez. Ça change tout également parce que vous avez aujourd'hui la capacité d'exprimer votre avis. Donc si jamais vous avez une expérience client qui est mauvaise aujourd'hui, la première chose que vous allez tous faire, c'est d'aller exprimer votre mécontentement publiquement sur Internet. Ça change tout parce que cette nouvelle ère de l'information ouvre la porte à des nouveaux entrants de plus en plus rapides à démarrer sur les marchés, de plus en plus fréquents à disrupter les marchés. Donc fondamentalement, l'équilibre, le paradigme de la vente change profondément. Il y a cet auteur, Graham Hawkins, qu'on aime beaucoup chez Incentive, qu'on a eu en conférence avec nous il y a 2 mois, qui est un auteur australien qui a écrit un livre que je vous recommande qui s'appelle The Future of the Sales Profession. Et il nous dit la vente a plus changé dans les 10 dernières années que dans les 130 années précédentes. Référence à ce que je vous disais précédemment. C'est quelqu'un qui a eu une longue carrière commerciale dans l'univers du logiciel. Il a été commercial pendant 30 ans. Il a suivi ce changement de près. Il en parle de manière très intéressante. Et effectivement, on partage cet avis. La vente a beaucoup plus changé en 10 ans qu'en 130 ans. Et ça a des conséquences extrêmement fortes, perturbantes et aussi intéressantes pour les forces de vente. L'une des premières conséquences, c'est ce déficit de confiance dans lequel on évolue aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a cette étude qui est intéressante, qui nous vient d'HubSpot. Ils ont interrogé un certain nombre de gens et ils leur ont demandé, parmi toutes ces professions, en lesquelles est-ce que vous avez le plus confiance? Alors, évidemment, le médecin arrive loin en tête devant, et ça, on peut le comprendre. Et puis vous voyez que le commercial, le marketeur arrive très très bas dans les sondages, juste avant le lobbyiste et l'homme politique, ce qui n'est pas forcément une excellente nouvelle, et derrière même un barista, un barman. Donc vous voyez qu'on est aujourd'hui dans une ère absolument infernale pour les commerciaux, une ère dans laquelle ils ont besoin de se réinventer en profondeur, puisque les clients ne leur font plus confiance. Aujourd'hui, le client ne fait plus confiance au commercial. Alors c'est peut-être un peu différent en B2C, en B2B. En B2B, vente complexe, évidemment, le taux de confiance doit être un petit peu supérieur, mais malgré tout, il y a une véritable alerte pour les forces de vente. Les clients ne vous font plus confiance, donc il faut absolument se réinventer. En parallèle de ça, cette étude de CSO Insight, qui tous les ans analyse un panel d'entreprises et analyse le taux d'atteinte des objectifs commerciaux sur un panel d'entreprises de tailles différentes, de secteurs différents, nous montre que depuis 10 ans, l'atteinte des objectifs commerciaux chute année après année. On a perdu quasiment 10 points en 10 ans. Alors, régulièrement, on me répond oui, mais les objectifs commerciaux augmentent tous les ans. C'est vrai, les objectifs commerciaux augmentent tous les ans, mais en parallèle de ça, l'entreprise investit depuis des années massivement dans des outils qui sont censés optimiser l'efficacité commerciale. Des CRM, des outils de marketing automation, les réseaux sociaux et les outils comme LinkedIn Sales Navigator. Depuis quelques années, on a l'inbound marketing pour générer des leads et les faire venir à soi. Donc on a plein de méthodes différentes qui existent depuis quelques années qui sont censées augmenter l'efficacité commerciale. Et pourtant, les objectifs commerciaux chutent année après année. Et ça a une conséquence qui est terrible, c'est que ça veut dire que pour une entreprise qui vend ses produits via les commerciaux, le coût de la vente augmente mécaniquement année après année. Et donc le modèle de la vente via les commerciaux va être de plus en plus challengé, de plus en plus remis en question. Il y a certaines professions qui sont très durement touchées. Par exemple, ici, vous avez le nombre de délégués médicaux en France et vous voyez qu'on a perdu la moitié des délégués médicaux. Donc les délégués médicaux sont les gens qui vont visiter les médecins. On les appelle aussi les forces promotionnelles. Ce sont les commerciaux, entre guillemets, les visiteurs qui vont voir les médecins pour leur présenter les innovations, les avancées dans l'univers du médicament, de la santé, de la pharmacie. Et la population commerciale a été divisée par 2 en 10 ans dans ce secteur-là. Donc vous voyez qu'il y a déjà des secteurs où le modèle de la vente via les commerciaux est profondément remis en question et on perd des commerciaux. Et donc dans tout ça, dans cet univers extrêmement changeant, eh bien en fait,
ce que l'on voit, c'est que le profil du commercial idéal change. Et on observe de plus en plus chez nos clients une transition d'un commercial qui était très individuel, qui était extrêmement généraliste, qui travaillait sur beaucoup de sujets différents, qui jouait beaucoup sur des traits d'influence, de charisme, de persuasion, et qui était très 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 drivé par la prime, par la récompense. On observe petit à petit une transition vers un commercial qui est beaucoup plus spécialiste, qui va se spécialiser sur soit des produits, soit une étape clé du cycle de vente, ce qui s'accompagne aussi d'une transformation de l'organisation. Quand on spécialise ses commerciaux sur une étape clé du cycle de vente, eh bien ça implique de transformer un peu ses équipes commerciales. Un commercial aujourd'hui qui joue beaucoup plus en équipe qu'avant, qui est beaucoup plus dans cet état d'esprit d'éducation, de pédagogie avec ses clients, qui va chercher constamment à amener du contenu, à faire grandir ses clients. Et bien sûr un commercial qui est très analytique, pour s'en sortir dans ce monde où on croule sous la donnée, où on croule sous les possibilités des différentes solutions possibles. Un commercial qui est très analytique pour arriver à construire une solution dans ce monde complexe pour ses clients, et bien sûr très à l'aise avec la technologie. Et une autre transformation majeure qui tape de plein fouet les organisations, c'est la génération Y. On en parle depuis des années, mais là on arrive à la date fatidique 2020 où la génération Y sera majoritaire dans les organisations commerciales. Les courbes vont s'inverser entre la génération précédente et la génération Y. Et on sait que cette génération Y a des attentes extrêmement différentes vis-à-vis de l'organisation, vis-à-vis du management, et réagit très 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 différemment, envisage la vie professionnelle très différemment des générations précédentes. Et ça aussi, ça crée de la tension dans les organisations, ça crée de la tension pour le management, qui doit également se réinventer. Dans tout ça, on voit que le manager de proximité, le manager commercial de proximité reste une clé de voûte de la performance. Et ça c'est très important puisque beaucoup de nos clients se posent la question de leur manager. Il y a eu depuis 10-15 ans une espèce de dilution de la qualité du rôle du manager de terrain. Petit à petit on lui a demandé de plus en plus de reporting, petit à petit on lui a demandé de manager de plus en plus de gens. Et donc il se retrouve aujourd'hui pris entre le siège et le terrain, à faire transiter beaucoup d'informations de haut en bas et de bas en haut, à passer énormément de temps à cruncher des données sur Excel, à produire des rapports. Et donc ils se retrouvent dans une position assez inconfortable aujourd'hui. Et donc un certain nombre de nos clients remettent même en question la légitimité de ce manager. Ils se posent la question de est-il encore nécessaire? Et on en est absolument convaincu chez Incentive. Le manager de terrain est fondamental et c'est la clé de voûte de l'équilibre de la performance commerciale. Et vous avez sur cette slide un chiffre, encore une fois qui nous vient de CSO Insight, qui montre la différence de performance dans une organisation commerciale en termes de taux d'atteinte d'objectifs entre une organisation à gauche qui ne fait pas ou peu de coaching, qui a un coaching très informel, et une organisation à droite qui a un processus de coaching structuré, dynamique des managers. Et vous voyez que l'écart est extrêmement important entre les deux, et donc ça confirme bien que le manager est fondamental dans l'équilibre de la performance et qu'un bon management, un bon système de coaching est la clé de voûte d'une organisation commerciale performante. Et c'est assez simple à comprendre, puisque finalement, qui est-ce qui fait la performance commerciale? Ce sont les commerciaux. Et le manager de terrain est la seule référence, le seul point de référence direct des commerciaux dans l'organisation. Donc à chaque fois qu'ils ont besoin d'aide, qu'ils ont des questions, qu'ils ont besoin d'être accompagnés, c'est le manager commercial qui va être présent. Donc la performance du manager commercial est la clé de la performance de l'organisation tout entière. Pourtant, on ne leur rend pas service à ces managers, et notamment un phénomène qu'on observe chez beaucoup de nos clients depuis quelques années, c'est un élargissement assez fort des râteaux hiérarchiques. Il y a quelques années, on était plutôt un manager pour 5 ou 6 commerciaux. Depuis quelques années, on voit qu'on réduit la voilure, on réduit le nombre de managers, et on est plutôt à un manager pour une dizaine de commerciaux. Donc concrètement, on demande à un manager avec le même temps qu'avant de s'occuper de 40% de gens en plus aujourd'hui, ce qui est aussi une tension assez forte sur le manager. Et donc vous avez cette statistique là qui vient du BCG, qui a étudié et qui a interrogé des managers sur quelle est la répartition de votre temps. Et vous voyez à droite la répartition de temps idéale où le manager passe 45% de son temps à faire du management et 5% de son temps à faire de l'administratif. Et à gauche, malheureusement, la répartition réelle où un manager passe plutôt 20% de son temps à s'occuper de ses équipes et 25% à faire de l'administratif. Et 20% de son temps à s'occuper de ses équipes, ça veut dire une journée par semaine. Et une journée par semaine, quand on a 10 collaborateurs, ça veut dire qu'on passe pas beaucoup de temps avec chaque collaborateur. On a assez peu de temps à consacrer à chacun de ses collaborateurs. Donc pour conclure, on est dans un univers qui est en transformation profonde. Les clients remettent en question assez fortement la légitimité des commerciaux. Les commerciaux n'atteignent plus leurs objectifs, donc sont remis en question, même en interne dans l'organisation. Le modèle de la vente par les commerciaux est remis en question. Les nouvelles générations arrivent dans l'organisation.
de nouveaux business models arrivent et de nouveaux entrants arrivent extrêmement rapidement. Donc dans cet univers en transformation profonde, on a absolument besoin d'avoir des managers de terrain qui soient solides pour accompagner et réussir la transformation. Mais les managers de terrain, on leur demande de plus en plus, on leur donne de plus en plus de gens à gérer, et ils se plaignent de ne pas avoir assez de temps à consacrer, en étant noyés sous l'administratif, de ne pas avoir assez de temps à consacrer à leurs équipes. Donc il y a un vrai changement à opérer. Et aujourd'hui, il y a une conséquence qui est aussi assez dure de ce changement et de la difficulté qu'ont les organisations commerciales à évoluer et à réagir à ce changement. C'est la durée de tenue de poste moyenne d'un directeur commercial, d'un VP of Sales, qui a chuté assez lourdement, qui est passé de 26 mois à 19 mois, ce qui représente une baisse de 30% en 7 ans. Hein. Et qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que la plupart des organisations commerciales ont du mal, ont une vraie difficulté à aborder ce changement, cette transformation assez profonde dans laquelle on est rentré depuis 2010, et que les résultats ne sont pas au rendez-vous, et que donc les organisations font de moins en moins confiance à leurs directeurs commerciaux, leur laissent de moins en moins de temps pour faire leurs preuves, et que les directeurs commerciaux sautent de plus en plus rapidement aujourd'hui, ce qui n'est pas une bonne nouvelle, puisque ça veut dire que les organisations peinent à réussir la transformation. Donc finalement, il y a un défi majeur à relever pour les directions commerciales aujourd'hui, c'est de garder les équipes engagées dans cette transformation. Et c'est pas du tout évident. C'est pas du tout évident parce que les phases de transformation, c'est des phases de perturbation, de remise en question qui sont pas simples. Chez nos clients, ça se manifeste par un certain nombre d'enjeux que vous avez sur la droite de la slide. Il y a des clients qui viennent nous voir en disant j'ai du mal à fidéliser mes talents. Il y a des clients qui nous disent ma performance commerciale chute après année en année, je sais plus quoi faire. Il y a des clients qui viennent nous voir en nous disant on lance des nouveaux outils pour aider les équipes de vente mais personne ne les adopte. C'est typiquement le CRM. Il y a des clients qui nous disent on fait venir des nouveaux commerciaux mais on peine à les mettre à bord. D'autres qui nous parlent d'expérience client, qui nous disent voilà on a des taux de satisfaction client qui sont catastrophiques. Donc en fait voilà tous les enjeux de droite c'est ces différentes manifestations qu'on observe chez nos clients de cette difficulté à garder les équipes engagées dans cette transformation qui est compliquée. Peut-être, probablement que dans votre organisation, vous observez, vous remarquez certains des phénomènes de droite qui, selon nous, sont simplement des symptômes de cette peine à engager les gens dans la transformation. Et dans ce cadre-là, on a une philosophie, c'est que vos commerciaux, vos managers, ils n'ont pas besoin de reporting. Et aujourd'hui, on a tendance à concevoir l'engagement, la motivation beaucoup par le biais du reporting ou de la récompense. Et c'est pas ça dont on a besoin aujourd'hui. Aujourd'hui, vos équipes, elles ont besoin de motivation pour rester engagées dans la transformation et d'être coachées pour être efficaces. Et donc notre philosophie, elle tient en 3 points. Et ce qu'on voudrait vous recommander ce matin, et ce qu'on recommande à tous nos clients, c'est ces 3 leviers-là. Le premier, c'est de capitaliser sur la motivation intrinsèque. Et on va revenir juste après sur quels sont les leviers de motivation intrinsèque. Mais ce qu'on voit dans les organisations aujourd'hui, c'est que la plupart des dispositifs de motivation, ils capitalisent énormément sur la motivation extrinsèque. Finalement, on conçoit beaucoup la motivation dans les organisations encore aujourd'hui comme un bon salaire, un bon système de primes et parfois quelques petits add-ons, mais c'est souvent la base du système de motivation qui est le salaire. Or aujourd'hui, on voit que de plus en plus, le salaire, le système de primes, le système de récompense, ce qui est important, c'est qu'il soit juste pour que les gens ne se sentent pas floués, trompés et ne soient pas activement désengagés à cause d'un système de rémunération qui serait injuste, mais c'est pas un système de rémunération correct qui va créer de la motivation. Le système de rémunération, c'est juste quelque chose qu'il faut écarter en concevant quelque chose de juste pour pouvoir ensuite concevoir un dispositif de motivation qui capitalise sur des leviers plus intrinsèques. Le deuxième axe, c'est de transformer les managers en coach. On sort d'une ère aujourd'hui de managers contre-maîtres. On a encore chez beaucoup de nos clients des managers qui sont beaucoup dans le contrôle, qui sont beaucoup dans l'administratif. Je fais des fichiers Excel, je vérifie que tu fais ta performance. Si tu fais pas ta performance, je te tape sur les doigts. C'est plus du tout le type de manager dont on a besoin aujourd'hui. C'est plus du tout le type de manager qui est efficace dans une ère de profonde transformation, dans une ère d'incertitude, dans une ère de jeune génération qui demande des nouvelles choses de l'organisation. Aujourd'hui, ce qu'on voit chez nos clients, c'est une transformation vers le manager coach qui est dans l'accompagnement quotidien des équipes, qui est dans le conseil, qui est dans l'écoute, bien plus que dans le contrôle et dans la surveillance. Et enfin, utiliser le digital comme un accélérateur du changement. Hein, ça peut paraître presque bateau de le dire, mais on le répète. On voit encore beaucoup de nos clients, de nos prospects qui nous disent « Ah, des outils, on en a trop, on veut pas en mettre plus,
Le digital, ça résout pas tous les problèmes, certes, mais aujourd'hui vous avez la chance d'avoir une pléthore de solutions technologiques disponibles, notamment dans l'univers de la vente et du marketing, qui vous permettent d'accélérer la transformation de vos organisations. Il y a un véritable enjeu d'adoption, certes, et il y a un véritable enjeu de créer un écosystème d'apps digitales cohérent pour vos équipes, mais ne vous privez pas de cette opportunité et explorez au maximum. Typiquement, si vous vous posez une question, que vous avez une difficulté dans votre organisation, il y a probablement une solution digitale qui vous permet d'optimiser ce problème. Voilà notre philosophie, nos trois piliers, motivation intrinsèque, manager coach et digital. Et juste avant de rentrer dans les recommandations, je voulais juste revenir rapidement sur les 5 leviers de la motivation intrinsèque, parce que je ne sais pas si tout le monde les connaît par cœur. Donc on distingue en motivation extrinsèque, hein, qui vient de facteurs externes. Donc typiquement la motivation extrinsèque, ça se résume assez basiquement en bâton et carotte, des incitations financières, récompenses, etc. Des incitations plutôt punitives. Et ensuite on a des leviers de motivation intrinsèque, de la motivation qui va venir de l'intérieur et qui va faire que je vais prendre du plaisir à faire quelque chose et que je vais m'auto-motiver à faire quelque chose. Et dans ces 5 leviers, eh bien on a la maîtrise. La maîtrise, c'est est-ce que je deviens meilleur dans ce que je fais, est-ce que j'apprends, et ça c'est très intéressant aujourd'hui. Interrogez des jeunes générations dans votre organisation et demandez-leur qu'est-ce qui te motive le plus. Vous allez voir que la réponse l'argent va venir assez loin dans les sondages, contrairement de manière assez surprenante, et qu'une des réponses principales que vous allez recevoir, c'est est-ce que j'apprends? Est-ce que l'organisation me donne l'opportunité d'apprendre un petit peu tous les jours? L'autonomie, l'autonomie par rapport au contrôle, et derrière l'autonomie se cache la notion de liberté. Vous avez des gens aujourd'hui qui aspirent à plus d'autonomie pour pouvoir être autodéterminé, c'est-à-dire faire le choix des actions, faire le choix des priorités, et on observe encore beaucoup aujourd'hui des systèmes de management très pyramidaux, très hiérarchiques, très contrôlés, qui laissent pas forcément la place à l'autonomie, qui est pourtant très importante comme levier de motivation intrinsèque. Pensez-y, dans votre vie, quand vous choisissez de faire quelque chose vous-même, c'est certainement bien plus intéressant, bien plus motivant que quand quelqu'un vous dit fais-le et vous donne pas de raison. La progression, alors la progression c'est très intéressant, la progression c'est ce pourquoi vous arrêtez d'aller à la salle de sport un mois après vous être inscrit. Si vous inscrivez à une salle de sport, la première chose qu'on va vous recommander c'est par exemple si vous voulez perdre du poids, on va vous dire note ton poids tous les jours sur un cahier. Parce que tu vas pas voir tout de suite que tu perds du poids, ça va mettre du temps à se voir sur ton corps, et donc si tu ne notes pas tous les jours que tu perds du poids, tu te rendras pas compte de cette perte de poids très progressive qui va apparaître et donc tu vas te démotiver. La progression c'est ça. Est-ce que je suis capable de mesurer ma progression vers des objectifs que je me suis donné? Si je suis pas capable de l'observer, je me démotive. Si je suis capable de l'observer, je reste très motivé. Le sens de ce que je fais, ça c'est absolument fondamental, encore plus dans les nouvelles générations. Est-ce que ce que je fais a du sens? Est-ce que ce que je fais a un impact? Est-ce que je comprends pourquoi je fais les choses? Si je n'ai pas ça, c'est très difficile d'être automotivé. Et enfin, le lien humain. Est-ce que mon travail, est-ce que les actions que je réalise me permettent de créer des connexions, me permettent de renforcer des relations avec des gens? C'est une des raisons pour lesquelles on vient au bureau le matin, c'est une des raisons pour lesquelles le télétravail est aussi quelque chose de compliqué, parce que le lien humain est un des motivateurs fondamentaux qui nous fait avancer et qui nous pousse. Voilà, donc gardez en tête ces 5 leviers de motivation. Et essayez d'imaginer comment est-ce que dans votre management quotidien, comment est-ce que dans les dispositifs de motivation, les dispositifs d'incitation, de challenge ou autres que vous allez mettre en œuvre pour vos forces de vente, vous pouvez capitaliser un peu plus sur ces leviers humains, sur ces leviers intrinsèques. Et on va rentrer un peu plus en profondeur dans les recommandations qu'on va vous présenter maintenant. Et donc, on va vous présenter maintenant 7 recommandations qui nous paraissent importantes, 7 recommandations qui nous viennent aussi de notre expérience, qui nous viennent de l'observation de ce qu'on voit chez nos clients, et qui nous paraissent être des choses intéressantes à mettre en œuvre à partir de l'année prochaine pour renforcer l'efficacité de vos forces de vente. Alors, réenchanter l'animation de la performance, réinventer vos challenges commerciaux, miser sur le collectif, faites de l'apprentissage une pratique quotidienne, passez au coaching commercial, donnez du sens à l'action et développez l'agilité de l'organisation. On va maintenant rentrer une par une dans chacune de ces recommandations. On va vous la présenter de façon un peu conceptuelle et ensuite on va rentrer dans un exemple concret avec Estelle. Alors la première recommandation qu'on voudrait vous faire, c'est de réenchanter l'animation de la performance. L'animation de la performance, c'est absolument clé. C'est absolument clé. Et toutes les organisations le font, hein. On a des reportings de partout, des fichiers Excel, maintenant des outils de BI, des rapports dans le CRM. C'est fondamental, on peut pas, et c'est le fameux ce qui est mesuré est fait. Et ben voilà, évidemment, dans votre organisation, vous avez besoin d'animer, de suivre la performance commerciale. Mais ce qu'on observe chez nos clients, c'est que l'animation de la performance commerciale, c'est souvent quelque chose d'extrêmement froid et statique. C'est des fichiers plats, c'est envoyé par email,
c'est peu visuel, c'est pas du tout dynamique, pas individualisé. C'est souvent très focalisé sur des indicateurs de résultats et on néglige complètement les moyens. Et c'est souvent source de rupture en fait entre le commercial, le manager et l'organisation. L'animation de la performance, le suivi des chiffres est pas aujourd'hui un outil qui va créer de l'engagement, mais plutôt un outil qui va créer une espèce de distance ou de défiance, voire même parfois de défiance forte entre par exemple un commercial et son manager, avec un commercial qui va pas être d'accord avec les chiffres et un manager qui va passer du temps à négocier avec son commercial pour tomber d'accord sur les chiffres. Et donc sur ce sujet-là, on a une recommandation. Exactement. Alors premièrement, la recommandation qu'on voulait vous proposer ce matin, c'est de définir correctement vos indicateurs de performance. Pour cela, on vous propose une méthodologie en 3 temps qui s'inspire d'un exemple très simple, qui est l'exemple du sport et de vouloir perdre du poids. La première chose, si vous souhaitez perdre du poids après les fêtes plutôt, ça va être de définir votre ambition. Donc par exemple, vous souhaitez perdre 5 kilos. Comment est-ce qu'on va faire, Simon, pour perdre ces 5 kilos? Il va falloir qu'on définisse nos moyens d'arriver à cette ambition. Et pour cela, ça va être par exemple manger sainement ou faire du sport. Ensuite, troisième temps, il va falloir qu'on suive ces indicateurs, ces moyens, grâce à des indicateurs très dynamiques et qui vont nous permettre de voir une progression au quotidien. Donc ça va être par exemple le nombre de pas réalisés par jour, le nombre de repas sains et avec le nombre de calories associées. Voilà, c'est ces indicateurs simples qui vont nous permettre non pas de nous focaliser sur le résultat final qui est la perte de poids qui va finalement bouger très lentement comme tu le disais tout à l'heure, mais sur vraiment les indicateurs qui vont bouger quotidiennement et qui vont nous permettre de suivre notre progression. Cet exemple du sport, vous pouvez l'appliquer très simplement dans votre organisation. Beaucoup de nos clients, lorsqu'on les rencontre pour la première fois, nous disent notre indicateur de suivi principal, c'est le chiffre d'affaires. C'est un indicateur qui est très difficile à suivre au quotidien, à part peut-être dans des ventes très courtes, mais pour de la vente complexe, par exemple, le chiffre d'affaires va bouger de manière très minime et vous allez récupérer la donnée peut-être une fois par mois, une fois par trimestre, voire pire dans certains cas. Donc en donnant vraiment les moyens à vos commerciaux, à vos forces de vente de suivre des indicateurs de moyens, alors ça peut être par exemple le nombre de rendez-vous réalisés, ça peut être les visites chez des clients, ça peut être les appels, mais ça peut être aussi des indicateurs plus qualitatifs comme la satisfaction, comme le nombre de formations réalisées, le nombre de posts de social selling, etc. Voilà, des indicateurs très focalisés sur les moyens. Alors un exemple concret d'un de nos clients qui est dans le secteur de la santé à domicile. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a vraiment fait un atelier où on a permis de faire passer le nombre d'indicateurs de suivi au quotidien à plus d'une dizaine, à uniquement 5 indicateurs qui vont vraiment permettre de donner une vision très simple de l'activité terrain quotidienne de ces commerciaux. Et l'un des problèmes de ce client, c'était que finalement, il avait peu d'indicateurs à disposition de manière, on va dire, temps réel. On avait des indicateurs qui étaient possibles d'être suivis qu'uniquement au niveau du mois. Donc on a vraiment fait un travail de définition des indicateurs qui était important et puis on a décidé de les mettre aussi en perspective par rapport à des valeurs passées, pour avoir vraiment la progression de chacun des commerciaux ou par rapport à des objectifs non pas seulement individuels mais aussi d'équipe. Et tout ça designé de manière à ce que quotidiennement la personne puisse avoir des indicateurs en un coup d'œil dans sa poche. Voilà. L'idée c'est de vraiment donner une vision sur les moyens et puis en second plan sur le résultat qui va cette fois-ci bouger peut-être de manière moins quotidienne. Le résultat qu'on observe, c'est déjà une consultation de ces indicateurs qui est minimum hebdomadaire et pour 80% des commerciaux et de leurs managers.
Le deuxième constat qu'on a fait, c'est une animation de la part des managers sur ces indicateurs, alors de manière digitale, mais aussi en coaching présentiel et en coaching lors des sessions de formation, où on passe finalement moins de temps à vérifier est-ce que mon indicateur est bien le bon, est-ce que je suis d'accord avec mon manager, mais plutôt sur le comment je vais pouvoir accompagner la personne à progresser sur ces indicateurs. Donc voilà, pour résumer, d'abord, définissez vos indicateurs, pas uniquement sur le résultat, mais sur les moyens. Et ensuite, assurez-vous de les suivre de manière la plus dynamique possible, avec de la progression, avec du temps au maximum réel. Et puis, animez-les grâce à des sessions de coaching ou grâce à une animation digitale. Finalement, il nous paraît indispensable de changer d'outil. Hein. Si vous utilisez encore Excel, un outil de BI pour piloter la performance, il s'agit d'outils d'analyse, pas d'outils d'animation. Et ils sont très bien pour faire de l'analyse, on n'a aucune critique vis-à-vis de ces outils-là, mais il existe aujourd'hui des outils beaucoup plus modernes qui vous permettent de rendre la donnée extrêmement visuelle. Alors vous avez bien sûr Incentive qui le fait pour vous, mais vous avez également des outils de data visualization qui existent. Et si vous voulez rendre la donnée extrêmement visuelle pour qu'elle soit engageante et facile à utiliser pour les équipes, il faut absolument sortir des outils de tableau ou de BI qui ne sont pas faits pour ça. Imaginez, ce qu'on disait tout à l'heure, les applications de courses, de santé connectées, c'est ça la cible, si vous voulez engager des équipes demain, c'est ça la cible d'applications qu'il faut avoir en tête. Notre deuxième recommandation, c'est de travailler sur vos challenges commerciaux. Alors les challenges commerciaux, c'est vieux comme le monde, ça fait des années qu'on fait des challenges commerciaux pour animer les équipes, et régulièrement on nous dit ouais c'est bon, ça marche plus, c'est un peu d'un autre temps. Effectivement, si on continue de faire le concours annuel du meilleur vendeur en chiffre d'affaires qui va partir en voyage, c'est peut-être un petit peu devenu inefficace. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'on est dans un monde de gamers, il y a énormément de gens qui jouent aujourd'hui, notamment à des jeux vidéo sur mobile, etc. Et que quand c'est bien fait, la gamification peut apporter des résultats extrêmement significatifs, à condition de réinventer le modèle, de revoir un petit peu la manière de faire des challenges commerciaux. Estelle ? Alors un exemple concret, c'est de tout d'abord vous poser la question de à quelle fréquence je réalise des challenges commerciaux et de quelle manière. Souvent, quand on rencontre nos clients, ils nous présentent leur modèle d'animation de challenge. On a un challenge annuel qui va récompenser les 3 meilleurs commerciaux de l'année. Souvent, on sait déjà à l'avance qui va remporter le challenge. C'est Jean-Michel de la région Nord-Ouest. Et puis, on va avoir peut-être de temps en temps un challenge trimestriel ou des animations plus ponctuelles, mais finalement avec des mécaniques tellement complexes que même la personne, c'est vraiment un exemple réel, qui a créé le challenge au bout de quelques mois, nous dit je me souviens même plus comment on avait construit le challenge et qui est la personne qui gagne. Donc le défaut que vous pouvez avoir, c'est de vouloir tout mettre dans un challenge annuel pour être sûr qu'aucun indicateur n'est oublié. Donc vous allez vraiment mettre le maximum de choses et faire une mécanique avec énormément d'indicateurs. Ce qu'on vous recommande, c'est de focaliser les équipes sur vraiment les objectifs que vous avez. En découpant vos challenges avec différentes temporalités. Donc par exemple, un challenge qui peut rester annuel mais qui va plutôt être sur une ambition d'entreprise, donc un challenge sur un exemple, ça va être le chiffre d'affaires de l'entreprise. Si vous souhaitez atteindre 100% de cet objectif, vous allez pouvoir par exemple avoir une ambition d'entreprise, atteindre 100% d'objectifs. Si l'équipe arrive à atteindre cette ambition, vous allez organiser un séminaire annuel. Si vous faites 110% de cet objectif, vous allez peut-être organiser ce séminaire dans une destination un peu plus sympathique. Et puis si vous arrivez à dépasser cet objectif, là on va sortir vraiment le grand jeu pour le séminaire et vous récompenser l'ensemble de l'effort collectif. Ensuite, vous pouvez faire des challenges à temporalité plus courte, trimestrielle par exemple, qui vont vraiment à chaque fois, chaque trimestre, se focaliser sur votre priorité du moment. Et pour cela, il faut déjà que vous ayez défini vos priorités par trimestre pour être sûr qu'elles soient bien assimilées par le terrain et que chaque challenge ait vraiment une ambition qui soit cohérente avec la stratégie de l'entreprise. Donc, prenez un calendrier, faites-vous
un calendrier avec tous vos événements marketing, vos événements commerciaux majeurs, les lancements de produits, les promotions que vous pouvez avoir, et puis un calendrier également sur ce calendrier, le calendrier de formation, pour pouvoir vraiment avoir tous vos temps forts de l'année et essayer de cibler les périodes. Vous pouvez aussi penser aux périodes creuses et périodes à fort impact commercial pour vraiment cibler les bons indicateurs au bon moment. Donc un exemple d'animation, ça va être, donc, comme je disais, le challenge annuel, les challenges trimestriels qui vont par exemple être trimestre 1, le lancement du produit A, trimestre 2, le boost du chiffre d'affaires parce qu'on est sur une période creuse, et puis période 3, la satisfaction client qui peut être un autre enjeu par exemple. À ces challenges trimestriels, vous allez pouvoir ajouter des instants gagnants, comme on les appelle chez Incentive. Vous allez cette fois-ci peut-être donner la main à vos managers de terrain pour créer des animations ponctuelles, cette fois-ci sur des indicateurs qui vont peut-être être plus qualitatifs, qui vont être plus sur du moyen, pour vraiment avoir des périodes courtes, une semaine où on met le focus sur tel point, tel point, tel point. Donc cette temporalité est très importante. Ensuite, il y a un deuxième point qui est important, c'est la mécanique que vous créez. On remarque chez nos clients que traditionnellement, vous récompensez les 5% les meilleurs de votre organisation. Ce qu'on essaye de faire avec Incentive, c'est vraiment d'engager le peloton et les autres personnes qui sont impliquées dans votre organisation, mais qui ne sont jamais ou très peu récompensées par ces challenges. Donc on va essayer de créer des mécaniques qui vont actionner d'autres leviers que le résultat sur le chiffre d'affaires. Mais par exemple, est-ce que le commercial se forme? Est-ce qu'il partage des bonnes pratiques avec ses pairs? Est-ce qu'il a un bon taux de satisfaction client? Est-ce qu'il fait bien son objectif de rendez-vous et pas uniquement le chiffre d'affaires? Une mécanique qui peut être réalisée, c'est si vous avez par exemple un lancement de produit, vous allez avoir un indicateur business qui va être par exemple le nombre d'opportunités détectées chez vos clients existants pour ce nouveau produit. Un indicateur qualitatif qui va être le nombre ou la qualité des bonnes pratiques partagées avec les pairs sur par exemple les cas d'application du nouveau produit. Un autre indicateur qui va être la formation, le nombre de bonnes réponses aux formations qui ont été réalisées. Et puis vous allez lier tous ces indicateurs avec une condition minimum de vente qui est l'objectif terrain, de telle manière à ce que vous récompensiez non pas seulement les meilleurs performeurs, mais ceux qui ont vraiment utilisé tous les moyens d'atteindre cette performance. Donc on est là cette fois-ci sur la mécanique. Et enfin, pour que le challenge soit engageant, il faut que vous posiez la question de la récompense. Qu'est-ce qui motive votre équipe? Si vous avez une équipe qui a des rémunérations assez élevées, essayez de miser sur peut-être des expériences, donc des événements d'équipe. Ça peut être également des récompenses caritatives, ce qui fonctionne très bien si vous avez par exemple une population dans le domaine bancaire, assurance, qui vont être plutôt bien rémunérées. Et puis vous allez aussi avoir des récompenses qui vont être de type mise en avant, valorisation. On a des clients qui par exemple vont récompenser une initiative par l'intégration du commercial dans un comité de réflexion sur une innovation qui va être mise en place, et donc c'est très valorisant pour le commercial d'être intégré aussi dans des réflexions stratégiques. Donc voilà, ne pensez pas forcément, une récompense n'est pas forcément un cadeau ou un chèque cadeau. Voilà, ça peut aussi être des récompenses caritatives, ça peut aussi être de l'équipe, et on a de très beaux exemples de clients qui sont passés vraiment d'un mode de rémunération sur les challenges qui étaient le même, le voyage et les chèques cadeaux, à de nouveaux types de récompenses. Voilà, donc pour résumer, la temporalité de vos challenges, la mécanique qui récompense le peloton également, et puis les récompenses et l'animation de ce challenge. N'oubliez pas de l'animer. Les challenges où on connaît finalement les règles au début et puis le gagnant à la fin, c'est vraiment un mauvais exemple. Il faut vraiment de manière hebdomadaire, on va dire, animer ce challenge, et si possible de manière quotidienne avec des petits conseils sur comment réussir son challenge, rappeler le but, et puis faire des retours sur quelles sont les personnes en position de gagner ce challenge très régulièrement. Alors voilà, les challenges commerciaux, ça marche toujours.
Ça peut avoir des impacts extraordinaires, hein. On a certains clients qui font bouger les chiffres et qui les multiplient par plusieurs numéros, par plusieurs nombres, en utilisant des challenges commerciaux. La condition, c'est de bien les concevoir. Il faut vraiment réfléchir à la conception et à l'animation des challenges avant de les lancer. Alors on a passé beaucoup de temps sur ces deux premières recommandations qui nous paraissent vraiment fondamentales et très importantes, qui sont au cœur du management d'une force de vente. On va aller un petit peu plus vite sur les suivantes. Notre troisième recommandation, c'est de miser sur le collectif. Chez la plupart de nos clients aujourd'hui, l'intégralité des dispositifs de management, d'animation, de rémunération, de primes, d'objectifs sont individuels. Et quand tout est individuel, on crée des comportements individualistes. Et c'est pas ce que vous voulez faire aujourd'hui dans vos organisations, c'est plus ce que vous voulez faire aujourd'hui dans la nouvelle ère qu'on a décrite un peu plus tôt dans la présentation. Aujourd'hui, vous voulez également faire naître des comportements d'équipe, des comportements collectifs chez vos vendeurs, chez vos managers. Alors Estelle, comment est-ce qu'on fait ça ? Alors deux exemples pour cette idée. La première, c'est de créer par exemple des binômes ou des communautés qui vont permettre de grandir ensemble. Un exemple dans le secteur de la santé, ça va être de créer des binômes ingénieurs médicaux et commercial dans le secteur de la santé. Voilà, donc du coup l'idée c'est vraiment de créer cet échange et par différents dispositifs. Ça va être par exemple, ça peut passer par le challenge où on va plutôt faire des challenges où le binôme remporte ce challenge par des actions conjointes. Ça peut être aussi par des partages d'actions conjointes. On a des clients qui vont partager vraiment des actions qui sont réalisées en binôme ou en équipe. Ensuite, ça va être la création de communautés, par exemple. Est-ce que vous êtes persuadé que tous vos managers échangent entre eux sur leurs bonnes pratiques d'animation? Qu'est-ce qui fonctionne? Pourquoi la région Île-de-France est la meilleure en performance? Que fait le manager? Assurez-vous qu'il puisse le partager de manière régulière avec les autres managers. Ça peut être aussi des communautés au sein de vos commerciaux. Voilà, de vraiment favoriser l'échange et le partage entre communautés qui sont pas forcément les communautés habituelles, mais vraiment qui sont des communautés par type de connaissances et par type d'activité. Ensuite, deuxième recommandation, c'est de vraiment miser sur le collectif lorsque vous faites, que vous définissez vos objectifs et que vous faites vos challenges commerciaux. Essayez d'avoir au moins un challenge dans l'année qui soit une rémunération d'équipe. Ça va notamment vous permettre de fédérer votre équipe si vous avez par exemple une récompense qui est un événement d'équipe, mais ça va aussi permettre d'engager les personnes qui étaient déjà désengagées du challenge parce que moins bonnes individuellement, mais qui vont toujours pouvoir concourir pour le résultat de leur équipe. Donc voilà, c'est deux recommandations importantes. Créer ces binômes, ça peut aussi être des équipes commando, comme on les appelle, si vous avez un secteur commercial qui est vacant. Proposer une journée où tous les autres commerciaux de France peuvent se rejoindre sur ce secteur et faire finalement les visites du secteur vacant ensemble. Ça va vous permettre aussi de créer des échanges de pratiques commerciales sur ces événements. Donc l'idée, c'est pas de passer du tout individuel au tout collectif, vous l'aurez compris, mais l'idée, c'est d'introduire une part de collectif dans les objectifs, dans les primes, dans les challenges, dans l'organisation managériale, pour sortir du tout individuel qu'on observe beaucoup aujourd'hui chez la plupart de nos clients. Quatrième recommandation, l'apprentissage. On en parlait tout à l'heure dans les leviers de motivation intrinsèque. Posez la question encore une fois à vos collaborateurs aujourd'hui. Demandez-leur ce qui les motive. Vous serez surpris d'entendre régulièrement la réponse est-ce que j'apprends? Est-ce que l'organisation me donne la capacité d'apprendre? Malheureusement, la formation dans les organisations aujourd'hui, c'est beaucoup de la formation présentielle organisée par les départements formation, les départements RH, qui a lieu ponctuellement une fois de temps en temps, et éventuellement depuis quelques années des e-learning, mais qui restent des blocs de formation importants et assez peu fréquents, et on est encore assez loin d'une politique d'apprentissage quotidienne. Alors Estelle, comment est-ce qu'on peut changer ça?
Alors on garde les formations présentielles et on garde l'e-learning parce que c'est vraiment ce qui va permettre d'aller dans le fond de la formation. Par contre, ce qu'on vous recommande, c'est d'ancrer ces connaissances au quotidien, par exemple en réalisant ce qu'on appelle micro-formations. Donc ça va être un redécoupage de ces longues formations en petits quiz de 5 questions maximum qui vont être illustrées d'une petite vidéo, par exemple en introduction, qui va reprendre seulement des notions, seulement une des notions de la formation présentielle ou de l'e-learning qui était assez large, assez dense. Et donc de proposer 5 questions ça peut être fun, ça peut être tourné de manière un peu différente de l'e-learning, et puis donc de proposer ces quiz, de les gamifier. Donc par exemple, chaque bonne réponse va rapporter des points, chaque participation. Très important de ne pas jouer uniquement sur la bonne réponse, mais aussi sur le fait de réaliser ces formations. Et puis le partage ensuite à l'issue de ces formations est très important. Qu'est-ce que j'en ai retenu, comment je l'ai appliqué sur le terrain. On retient très peu finalement de ce qui est dispensé en présentiel. Par contre, si on l'applique directement sur le terrain ou si on voit un de ses pairs l'appliquer, on va pouvoir l'utiliser de manière systématique. Un exemple dans le secteur du retail, c'est un client qui avait réalisé une formation présentielle de 3 jours, qui ensuite a redécoupé donc, cette formation en petites vidéos, web-séries. Ensuite, à l'issue de ces web-séries, on a des questions de quiz. À l'issue de ces quiz, un partage sur le thème qui est par exemple l'expérience client. Donc les différents commerciaux vont pouvoir enregistrer leur meilleur pitch, enregistrer, filmer ou écrire les arguments qui fonctionnent, et puis finalement s'auto-évaluer grâce à une question très simple. Pensez-vous par exemple être performant sur cet item, et puis 4 choix, bonhomme qui est très content ou bonhomme qui n'est pas content. Voilà, donc l'idée c'est vraiment de faire de la formation une pratique quotidienne et de capitaliser sur les investissements que vous avez en présentiel pour ne pas en perdre le contenu. Vous voyez que sur la slide, on vous a mis un acronyme horrible, ADATA WCAB, ce qui est un acronyme anglais qui veut dire Any Device, Anytime, Anywhere, Any Content, Anybody. Et c'est vraiment l'objectif qu'on pense que vous devriez vous donner pour l'année prochaine, c'est que l'apprentissage il soit permanent, il soit partout, sur tous les devices, à tout moment, tout type de contenu, pour être capable, pour que la formation en fait devienne un des éléments d'engagement des équipes commerciales. 5e recommandation, très importante, très intéressante, celle-ci, c'est de passer au coaching commercial. On en parlait tout à l'heure, on observe beaucoup chez nos clients encore un système de management qui est parfois un peu archaïque, assez descendant, très hiérarchique, des managers qui sont assez contremaîtres, beaucoup dans le contrôle, le suivi des chiffres, la punition quand les chiffres ne sont pas là. Et c'est plus du tout le type de management qui nous paraît être le management adapté quand on rentre dans un univers de transformation, de changement rapide et fréquent. Et c'est plutôt le manager coach qui est aujourd'hui la nouvelle norme qui est en train de se développer chez la plupart de nos clients. Alors Estelle, comment est-ce qu'on fait pour transformer ces managers en coach? Alors premièrement, posez-vous la question de quel est l'état actuel de vos rituels managériaux. Quels sont-ils? Est-ce qu'on peut les réinventer? Quelle sont la fréquence finalement de ces rituels? Quels sont leurs types? Est-ce que c'est uniquement une fois tous les 6 mois on a obligatoirement la revue mi-annuelle? Ou est-ce qu'il y a d'autres moments? Quel est le contenu de ces rendez-vous? Est-ce qu'on est vraiment sur uniquement du suivi chiffré, ou est-ce qu'on a, est-ce qu'on a déjà inclus d'autres paramètres? Est-ce que c'est une expérience positive pour le manager, mais aussi pour la personne qui est coachée? Voilà, reposez-vous toutes ces questions. Quel est l'état de ces rituels? C'est ce qu'on fait en ce moment même avec un de nos clients dans le secteur de l'assurance et de la prévoyance. L'idée, c'est vraiment de remettre tout à plat avec, prenez par exemple un échantillon de vos commerciaux avec un échantillon des managers et essayez de redéfinir ces rituels. Ensuite, essayez d'en faire une expérience positive.
Donc avec pourquoi pas un outil qui va permettre de suivre ces séances de coaching, donc qui sont plus fréquentes, avec des possibilités par exemple de fixer des missions, avec possibilité d'avoir des récompenses si j'ai bien réalisé les actions qui découlent de ces sessions de coaching, pour que finalement ce ne soit pas la veille du coaching suivant qui est qui est dans les 6 mois d'après, où je me dis ah oui c'est vrai, on avait défini ce plan d'action avec mon manager, mais que ce soit vraiment suivi au quotidien. Donc essayez d'intégrer un outil qui va vous permettre de suivre ces séances de coaching. Focaliser pendant ces séances de coaching sur un objectif principal ou deux maximum, éviter de donner un plan d'action qui est finalement inatteignable, avec la réalité de terrain qui est très opérationnelle et très dans l'urgence souvent des commerciaux. Et puis valoriser vraiment les succès, non pas uniquement lors de la cérémonie qui va permettre d'identifier les 3 ou 4 meilleurs collaborateurs de l'année, mais au quotidien sur la progression, sur des initiatives. Alors ça peut être fait de manière digitale avec la publication de certains collaborateurs mis en avant, mais ça peut aussi être fait lors de ces séances de coaching qui peuvent être hebdo ou mensuelles. Et puis, pensez au bien-être de votre équipe, de leur poser fréquemment la question de comment elles se sentent dans leur travail, face à leurs défis quotidiens. Un exemple concret, c'est un client qui pose une semaine une question sur le bien-être de ses équipes sur différentes notions, avec encore une fois les quatre couleurs du rouge au vert par rapport à la notion. Et si l'indicateur est plutôt rouge pour une personne ou orange, le manager va pouvoir directement appeler cette personne et être alerté. Donc voilà, c'est vraiment être au courant très régulièrement de l'état de motivation aussi de votre équipe. Alors voilà, la différence finalement fondamentale, une des différences fondamentales entre le coaching et le management un peu plus classique, c'est la fréquence des rituels, c'est le formalisme qu'on va y mettre, et donc l'importance aussi d'outiller cette méthode de coaching commercial. Alors voilà, on approche de la fin, hein, rassurez-vous, on a bientôt fini avec nos recommandations, vous allez bientôt pouvoir aller prendre votre café. Alors la 6e recommandation, hein, qui est extrêmement importante, en particulier quand il s'agit de capitaliser sur les leviers de motivation intrinsèque, c'est de donner du sens à l'action. Et malheureusement, aujourd'hui les chiffres sont assez dramatiques, les chiffres de l'engagement, hein. Je crois que les derniers chiffres sont que presque 75% des gens dans les organisations sont désengagés ou activement désengagés. Et une des raisons principales à ce désengagement, c'est le manque de sens. C'est le fait que je ne comprenne plus pourquoi je viens le matin, pourquoi je me lève, pourquoi est-ce que je fais ce métier. Et c'est quelque chose qui est extrêmement important de faire et qui est au cœur, selon nous, de tout dispositif d'engagement. Alors Estelle, comment est-ce qu'on fait pour redonner du sens quotidiennement à l'action ? Alors une recommandation simple, c'est la communication vidéo. Vous avez peut-être tendance à présenter une fois dans l'année la vision de l'entreprise au cours d'un séminaire ou potentiellement pour cause de restrictions budgétaires, tout le monde n'est pas invité. Vous allez peut-être la relayer sur votre intranet voilà, par un pavé qui explique tous les objectifs de l'entreprise. Mais très simplement, on remarque que ces objectifs vont bouger peut-être au cours de l'année. Ces priorités vont peut-être évoluer dues à votre organisation. Ou alors vous allez avoir des nouveaux collaborateurs qui vont devoir peut-être attendre 6 mois avant d'avoir cette vision partagée. De manière très simple, vous pouvez tourner une petite vidéo. Alors par exemple, le directeur général peut faire cette vidéo, ou bien voilà, quelqu'un au marketing, ça peut être des personnes différentes qui vont rappeler régulièrement, par exemple de manière mensuelle, trimestrielle, quelles sont les priorités, quels sont les objectifs, où en est l'état du réseau sur l'atteinte de ces objectifs et quelles sont les actions qu'elles vont pouvoir réaliser pour soit aider l'entreprise à aller plus loin, soit pour rattraper le retard qui a pu être généré. Donc dans ces vidéos, partagez bien sûr la vision, donnez du sens. Alors ces vidéos, elles peuvent être descendantes, hein, donc venir du siège, mais elles peuvent aussi venir de vos clients. En tournant par exemple des vidéos succès avec certains clients, vous allez pouvoir partager aussi le sens que vos commerciaux donnent à vos clients au quotidien.
Elles peuvent aussi venir des commerciaux directement, hein, qui vont raconter une belle initiative qu'ils ont mis en place. Donc essayez de récolter le maximum d'informations du terrain pour pouvoir avoir ces témoignages et puis peut-être les reformaliser de manière vidéo avec votre département marketing par exemple. Donc vraiment la vidéo peut vous aider à donner du sens à l'action. Et puis d'autres actions, ça va être, on en a déjà parlé, mais pour donner du sens, pensez aussi aux récompenses qui vont être valorisantes pour vos collaborateurs, avec du caritatif, avec des rituels qui vont permettre de valoriser vos équipes. Inviter par exemple un challenge où vous invitez votre commercial à déjeuner avec le directeur commercial de l'entreprise. C'est un moment dont il se souviendra et c'est ce qui va donner l'impact aussi et le sens à votre action. Merci Estelle. Et on va passer à la dernière recommandation avant de vous laisser vaquer à vos occupations. C'est de développer l'agilité de votre organisation. Alors, vous allez me dire, agilité, on entend ça dans tous les sens, ça veut rien dire. Qu'est-ce qu'on entend par agilité? Eh bien, on l'évoquait en début de présentation, on vit dans un monde aujourd'hui qui est en transformation profonde et extrêmement rapide. Et donc, il est important que votre organisation commerciale, en particulier si elle est de taille importante, puisse évoluer, s'adapter facilement et rapidement à ces nouveaux changements. Et c'est ça qu'on appelle agilité, c'est la capacité de l'organisation à bouger vite, à s'adapter vite, de manière extrêmement réactive à des stimulations extérieures. Et dans une organisation commerciale qui bien souvent est organisée de façon extrêmement pyramidale, extrêmement descendante, l'agilité n'est pas forcément là, puisque quand tout est décidé au sommet et doit redescendre par plusieurs niveaux de management intermédiaires, on voit que la réactivité de l'organisation n'est pas forcément la plus importante. Alors, Estelle, pour cette dernière recommandation, concrètement, comment est-ce que l'on peut développer l'agilité d'une organisation commerciale? Première recommandation, communication 100% transparente et surtout mettre les succès sur le même plan que les échecs. Alors ça peut paraître un peu brut comme ça, mais l'idée c'est vraiment de faire entrer votre organisation dans une organisation qui apprend et qui innove. Donc essayez de récolter tout ce que vos commerciaux ont testé sur le terrain, que ça ait fonctionné ou pas, pour pouvoir vraiment réinventer aussi vos pratiques commerciales. Alors pour ça, j'imagine que vous dites oui, mais comment je fais pour faire partager mes commerciaux sur leurs échecs, sur leurs succès? C'est très difficile si on demande par email par exemple partagez-moi vos idées, etc. On va avoir des faibles taux de retour, donc vous pouvez utiliser par exemple des formulaires de partage qui sont structurés et qui vont vous permettre de vous focaliser sur des thèmes, donc par exemple un thème par mois sur donnez-nous vos expériences, vos partages de bonnes pratiques ou ce que vous avez testé pour augmenter la satisfaction client, par exemple, avec quelques champs à remplir, avec par exemple le contexte, la solution, les résultats. Gamifiez-les en attribuant des points par exemple sur ces partages et puis valoriser les personnes qui ont effectué ces partages. Voilà, ça c'est un exemple très concrètement donc, de valoriser les partages de bonnes pratiques ou les partages d'échecs d'innovation. Et puis un autre exemple, ça va être d'évangéliser tout votre système d'outils, votre écosystème d'outils. Et pour cela, il faut que tous ces outils aient une fonction bien définie, que chaque commercial sache pourquoi cet outil est important et l'utilise de manière systématique. Donc n'hésitez pas à choisir des outils qui s'intègrent les uns avec les autres pour pouvoir par exemple gamifier une adoption de CRM. On voit de très bons résultats avec des clients qui vont par exemple gamifier les contacts entrés dans le CRM, alors pas le nombre mais la qualité par exemple des contacts rentrés, où on va avoir un résultat de plus 40% de qualification de contact avec un des acteurs avec qui on a mis ce type de mécanique en place. Donc voilà, essayez de capitaliser sur vos outils. Ça peut être le CRM, ça peut être les outils d'e-learning, ça peut être vos outils de BI que vous ne devez pas abandonner mais que vous devez mettre en avant grâce à des outils qui vont permettre d'intégrer toutes les notions qui sont développées dans ces outils. Alors voilà pour nos 7 recommandations pour réussir 2019. Alors pour mettre en place ces recommandations, vous avez aussi besoin d'outils. Il y a un certain nombre de ces recommandations qui passent par le déploiement de nouvelles solutions technologiques.
Vous pouvez le faire avec Incentive, bien sûr, avec notre application d'animation, de coaching des forces de vente. Vous pouvez aussi utiliser d'autres outils qui existent sur le marché, sur chacun des sujets précisément qu'on a donné là. Vous pouvez soit vous débrouiller en interne, soit utiliser un autre outil. Bien sûr, on sera ravi de pouvoir vous présenter plus en détail ce qu'on fait si vous le souhaitez, et on sera ravi de pouvoir échanger individuellement. Pour terminer cette présentation, on vous a concocté une dernière petite surprise qui est une recommandation pour aller au-delà de ce qu'on s'est dit ce matin. Si vous voulez approfondir, il y a 3 livres qui nous paraissent importants. Le premier de Daniel Pink, que vous connaissez sûrement, j'imagine, qui a écrit To Sell is Human. Excellent livre que je vous conseille, qui met en parallèle la vente avec les éléments émotionnels, les éléments de motivation intrinsèque, très spécifique à la vente. Un livre en français de Yves Duron sur la motivation, une compétence qui se développe, pareil, une véritable pépite. Et enfin, le livre que j'évoquais un peu plus tôt dans la présentation, The Future of the Sales Profession, par Graham Hawkins, qui là va vous donner une perspective historique très intéressante sur la vente, ou les grandes transformations de la vente. Donc c'est bientôt Noël, profitez-en. Vous pouvez peut-être encore négocier pour vous en faire offrir un et le trouver sous le sapin la semaine prochaine. Mais clairement, ces 3 livres sont des très bons ouvrages si vous voulez aller plus loin ou revoir certains des concepts qu'on a vus ensemble ce matin. Alors, simplement pour terminer, un petit mot, puisque on a remporté mardi soir avec notre client Newrest Wagon-Lit et la SNCF un trophée, un trophée or dans la catégorie motivation de force de vente au trophée Action Co, qui est un magazine français, le magazine de référence du management commercial, et ils nous ont récompensé avec l'or dans la catégorie motivation de force de vente pour le projet qu'on a déployé avec Newrest depuis 1 an maintenant, d'animation des baristas dans les TGV, des commerciaux de bord dans les TGV. Et vous avez probablement remarqué, si vous prenez le TGV de temps en temps, qu'il y a eu des vrais changements dans l'attitude et dans les messages qui sont passés, etc., des commerciaux de bord TGV. Et c'est notamment grâce au travail qu'on a fait ensemble avec les équipes de Newrest, d'animation de ces 1500 baristas. Et ce qui a été particulièrement récompensé dans les trophées Action Co, c'est l'efficacité du projet, les résultats qui ont été obtenus, puisque en 1 an, on a réussi, avec les équipes de Newrest, à faire augmenter le chiffre d'affaires dans les trains de 20%, et à augmenter la satisfaction client de 10 points dans les questionnaires qui sont réalisés par la SNCF sur la satisfaction des clients, notamment en voiture-bar. Voilà, donc c'était pour vous dire un mot sur un cas client qui nous marque beaucoup, puisqu'on a été récompensé cette semaine. Il est temps maintenant de passer à vos questions. Alors je vais regarder parce qu'en fait on a eu des questions qui ont été posées tout au long du webinaire, donc on va y répondre. Alors première question, bonjour Estelle, bonjour Simon de Thierry. Eh bien bonjour Thierry, ravi de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Deuxième question, est-il possible d'interfacer vos outils d'analyse et de performance avec nos outils existants? Bien sûr, Incentive va récupérer des données dans différentes sources de données. Votre CRM, Salesforce notamment, on a un connecteur natif avec Salesforce, vos outils de BI, des fichiers plats de données, on est capable d'aller récupérer de la donnée dans tout type de système. Votre LinkedIn Sales Navigator, votre système de formation si vous avez un outil de e-learning pour collecter des infos de qui a participé à quelle formation. Bien sûr, Incentive s'interface avec les différents outils existants de l'organisation. Question de Yorka, pouvez-vous nous donner des exemples concrets d'incentives autres que bons cadeaux ou voyages? Estelle? Oui, tout à fait. Alors, concrètement, on en a un petit peu parlé, mais d'autres types de récompenses, ça va être de la valorisation, une invitation à participer à un comité d'innovation avec l'ensemble de l'organisation, avec l'ensemble des interlocuteurs stratégiques de l'organisation. On va avoir de la récompense d'équipe, donc par exemple des événements d'équipe. On a un client qui avait fait si on atteint telle performance, on va toute l'équipe au McDo, telle performance dans un bistrot, et puis telle performance dans un gastro, donc un restaurant gastronomique. Vous pouvez aussi jouer sur le côté fun de la récompense. On va avoir des types de récompenses qui sont autres que le bon cadeau, mais par exemple les points Amazon qui vont permettre de faire bénéficier aux collaborateurs d'un éventail,
incommensurable de cadeaux. Et puis on peut avoir aussi ce qui fonctionne très bien, ça va être le caritatif. Des clients ont par exemple donné la possibilité aux commerciaux de choisir une association qui leur tenait à cœur et que les points donc, qui sont cumulés au cours de l'année sur les différents challenges soient reversés à cette association. Et on a aussi un très beau moment en cette occasion parce que c'est le commercial qui va remettre le chèque à l'association. Et en fait, finalement, il faut essayer de s'extraire un peu de cette idée qu'un challenge commercial doit forcément avoir un gros cadeau pour être efficace. Ça dépend du challenge que vous faites. Et si par exemple demain vous lancez avec vos commerciaux un challenge sur l'utilisation de Sales Navigator et que vous voulez qu'ils augmentent le nombre de contacts qu'ils ont sur LinkedIn par exemple, il est évident qu'il ne faut pas les arroser de chèques cadeaux ou de rémunération pour atteindre cet objectif. Et on peut dans ce cas-là trouver des récompenses qui sont tout à fait symboliques et qui sont plus là pour créer le temps fort que des récompenses qui ont une vraie valeur. Chez Incentive en interne, il nous est arrivé d'offrir des chocolats géants, il nous est arrivé d'offrir des pistolets Nerf en plastique sur des opérations de challenge, parce que les challenges étaient très courts et parce qu'on challengeait des objectifs qui finalement ne sont pas des objectifs rémunérables. Donc voilà, il faut absolument prendre un peu de hauteur là-dessus et imaginer, se dire est-ce que le challenge que je vais lancer justifie vraiment une grosse récompense ou est-ce qu'au contraire on peut être créatif sur la récompense et s'extraire complètement des récompenses habituelles. Puis poser la question aussi, qu'est-ce qui motive vos équipes en termes de récompenses. Voilà, avant de lancer un challenge, faites peut-être un sondage sur l'opération précédente. Qu'avez-vous aimé, qu'est-ce qui vous a déplu, et puis posez la question quelle récompense vous engage également. Avez-vous déjà implémenté une de vos solutions en Espagne? Oui, tout à fait, on a des utilisateurs en Espagne et la plateforme Incentive est disponible dans une dizaine de langues, dont l'espagnol, donc c'est tout à fait possible. Quelqu'un qui nous dit qu'il doit partir et qui souhaite revoir les slides, tout à fait, vous allez recevoir dans quelques jours, le temps qu'on fasse le montage, la vidéo du webinaire ainsi que la présentation. Est-il possible de visionner une démo de notre application? Oui, il vous suffit sur notre site d'aller faire une demande de démonstration et quelqu'un de notre équipe vous rappellera pour vous présenter plus en détail ce qu'on fait avec une démo un peu plus personnalisée. Alors, comment faire comprendre l'importance du marketing à une équipe et lui faire comprendre que cela est indissociable pour le bon fonctionnement de son métier? Waouh, vaste question. Alors c'est un petit peu plus éloigné de notre sujet aujourd'hui, mais je pense qu'on peut y répondre. Encore une fois, là, je pense que la solution tient beaucoup dans l'animation, et dans l'animation qu'on va faire de la relation entre le marketing et les ventes. Si par exemple on parle du cas où une équipe commerciale a du mal à comprendre l'importance de l'équipe marketing, et c'est quelque chose qu'on observe assez fréquemment dans cette espèce de fossé qui existe entre marketing et vente, la solution est probablement d'organiser des points d'interaction fréquents entre marketing et vente, des points de synchro, pour s'assurer que à la fois les commerciaux comprennent bien quelle est la valeur ajoutée du marketing pour eux, soit en termes de génération de leads, soit en termes d'organisation d'événements, etc. Et à la fois que les marketeurs aient aussi le retour en direct des commerciaux de qu'est-ce qui marche pas, qu'est-ce que les commerciaux comprennent pas. C'est souvent en fait un problème de communication entre ces deux équipes. Et restaurer la communication entre les deux équipes sur la base de réunions fréquentes, de synchro, et sur la base d'échanges quasi quotidiens via des outils type chat d'entreprise, type réseau social d'entreprise, pour assurer un bon dialogue entre les deux équipes, me paraît être une solution assez intéressante pour restaurer le dialogue et s'assurer que les deux équipes se comprennent. Systématiquement, quand vous réfléchissez à votre plan d'animation annuel, intégrez vos équipes marketing dans la réflexion avec le département commercial, avec le département RH et créer vraiment un groupe de réflexion multifonction pour être sûr que les enjeux marketing soient bien au service des objectifs commerciaux et inversement. C'était la dernière question. Est-ce que vous en avez d'autres? Si vous en avez d'autres, c'est le moment de les poser. Sinon, on va se dire au revoir assez vite. Eh bien, écoutez, plus de questions. Merci beaucoup pour votre attention. Vous êtes nombreux à être restés jusqu'au bout, même si on a dépassé un petit peu le timing qu'on s'était donné. Un immense merci. On vous communique très bientôt la vidéo, les slides. Merci Estelle pour toutes ces informations et toutes ces expériences partagées. Et puis on vous souhaite d'excellentes fêtes, puisque c'est très bientôt. Passez de bonnes fêtes en famille. N'hésitez pas à nous contacter si vous voulez qu'on échange sur un projet potentiel. Et on vous dit à très bientôt. Au revoir. Au revoir.